Bonjour Finn, bienvenue parmi Nicolas, nous cette matinale. Ça va bonjour bien? Nicolas, ça va? Et vous? Ma foi, ça va plutôt bien. Je trouve que les informations sont réjouissives, à défaut d'être réjouissantes. Évidemment, il y a un petit côté humour noir, ironie dans ce que je dis, puisque nous, en tant que Français, Européens, je pense que on aura plutôt des inquiétudes à se faire. Alors, mon cher Finn, beaucoup de bruit, mais pas que pour rien. En France, oui, beaucoup de bruit pour rien, hein, selon la fameuse formule de Shakespeare. Par contre, ça va bon train sur le plan géopolitique entre la Russie, les États-Unis et ceux à Riyad, entre autres. Par contre, une position européenne qui ne manque pas d'inquiéter, mon cher Finn. Oui, c'est ça, c'est la position européenne dont je voulais surtout parler aujourd'hui. Euh, Elle est complexe et je pense que même en Europe, nous n'avons pas tout à fait compris. J'ai réfléchi pas mal à cette question ces derniers jours, mais juste pour revenir un petit peu aux terres rares, parce que là aussi, je pense que c'est un petit peu un leurre, parce qu'il y a quand même pas mal d'articles qui explique qu'en fait, en Ukraine, il n'y a pas énormément de terres rares, hein. Si on compare à d'autres pays, oui, il y a des gisements, mais il y a pas, il y en a pas tant que ça. Rappelez-vous que c'était en fait Zelensky qui était le premier à avoir brandi, disons, la carte des terres rares lorsqu'il a proposé son plan de victoire, soi-disant, donc à l'Assemblée, à la Rada, il y a quelques mois. Donc en fait, c'est quelque part une initiative, pas des Américains, mais de Zelensky. Et ensuite, évidemment, Trump étant quelqu'un de transactionnel, il cherche le business. Il a repris cela, et pour lui, c'est peut-être une manière aussi de mettre la pression sur Zelensky, mais en réalité, il n'y a pas énormément de terres rares, il y a pas mal d'articles à ce sujet. Deuxièmement, une grande partie de ces terres rares se trouve dans la partie qui est aujourd'hui occupée par les Russes, donc pas en Ukraine, ou du moins qui Oui. est réclamée aussi par les Russes, c'est-à-dire les terres de Kherson et de Zaporijie qui sont réclamées à 100% par les Russes. Et donc, on se demande si la grande partie des terres rares se trouve là. Comment est-ce que dans ce cas, aujourd'hui, on peut parler de contrat alors que la guerre n'est pas terminée et que la ligne de démarcation entre la nouvelle Ukraine et la Russie n'est pas encore décidée. Donc là, il y a quelque chose quand même qui cloche. Euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça que dans une des versions qu'avaient présentées les États-Unis, on parlait aussi euh, d'avoir un retour sur investissement ou sur les gains des ports, par exemple. Donc le contrat, un des contrats qu'avaient présenté les États-Unis ne comprenait pas que les terres rares, mais autre chose. On comprend aussi donc pourquoi. Le troisième point, c'est concernant les terres rares, c'est qu'en fait, ça va prendre des dizaines d'années, au moins 10 ans, mais pour exploiter ces terres rares. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi un investissement majeur des parties prenantes pour commencer à extraire ces terres rares, à les vendre sur le marché international. Ça peut prendre au moins 10 ans, voire plus, parce que les infrastructures n'existent pas du tout aujourd'hui. Et en plus, on sait très bien que l'Ukraine n'a pas un rond. Qui va reconstruire, qui va investir. Et ça veut dire, dans ce cas, Oui. c'est joli de dire que les États-Unis vont pouvoir prendre une partie, disons, du revenu des terres rares, mais il va falloir d'abord, dans ce cas, que les sociétés américaines investissent en utilisant des prêts américains. Donc tout ça, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est clair, et c'est pas aussi simple que de juste dire que les États-Unis va tirer son épingle du jeu, va être remboursé de cette manière. C'est beaucoup plus complexe que cela. D'ailleurs, Poutine, dans un entretien qui avait été très bien calibré, Poutine avait dit que la Russie n'a aucune objection à ce que les États-Unis collaborent avec la Russie pour les terres rares, justement, et qu'il y a beaucoup de terres rares qui sont dans les zones
actuellement occupée ou libérée par la Russie, et que la Russie n'a aucun inconvénient à ce que les États-Unis et la Russie collaborent pour voir comment on peut développer les gisements de terres rares dans le Donbass. Donc voilà, c'est la Russie qui joue une autre carte là. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux cette histoire des terres rares. Ah bon? Pour ces raisons-là. Je suis pas du tout convaincu que cela va être quelque chose d'important dans les négociations et dans les et dans les et dans les échanges futurs. Vous savez, je pense que l'idée de Trump, c'est de se détacher de l'Ukraine. Donc en fait, Trump, ce qu'il a fait, il a fait le contraire de ce que fait la mafia. Donc vous savez, la mafia, ils font une offre qui est impossible à rejeter. Parce que, et en plus, si on la rejette, on a une balle dans la tête. Donc, Trump a fait le contraire. C'est-à-dire qu'il a fait une offre qui est impossible à accepter. Parce qu'il a fait une offre qui est tellement loufoque que même Zelensky est incapable d'accepter une telle offre. Mais il paraît, mon cher Finn, qu'en réalité, parce qu'on a oublié évidemment nos menteurs professionnels qui nous informent, ont essayé de faire croire que c'était Trump qui exigeait ces terres rares. Il semblerait, je ne me rappelle plus, peut-être d'ailleurs est-ce vous, qui m'avait averti sur le fait que non, celui qui avait proposé en premier les terres rares, c'était Zelensky en échange de nouvelles aides. Ben, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes en débutant cette. Oui, donc c'est ça. OK. Allez-y, C'est bien je vous en prie. Zelensky qui a proposé cela et c'était pas une idée à l'origine des États-Unis. Donc, ouais, tout à fait. pour les raisons que je mentionne. Donc là, en fait, l'idée de Trump, à mon avis, c'était de faire une proposition concernant les terres rares, puisque Zelensky avait d'abord mis sur la table cela, et en lui proposant un contrat qui était tellement impossible à accepter que cela aurait donné une excuse aux États-Unis pour dire bon, bah, vous voulez pas négocier avec nous, bon, ben voilà, on s'en va, débrouillez-vous, hein. Sauf qu'il va aux États-Unis, il va à Washington vendredi. Oui, c'est ça. Mais donc, il y aura cette histoire des terres rares a pris une autre dimension. Évidemment, une fois qu'on met les choses sur la table, ça se passe pas toujours comme on avait prévu. Mais à nouveau, je ne pense pas que les terres rares va être le sujet principal. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une pression de dingue qui sera mise sur Zelensky pour lui faire comprendre que il n'y aura pas de cessez-le-feu, il n'y aura même pas de progression en réalité dans les discussions entre les États-Unis et Russie si il n'y a pas un plan clair de Zelensky. Il doit quitter le pouvoir et il peut le faire disons, d'une manière subtile, en disant qu'il est prêt à organiser des élections. Ou bien, s'il n'est pas d'accord avec ça, eh bien, je pense qu'il va y avoir certaines menaces qui vont être proposées ou qui vont être, disons, données à Zelensky pour lui expliquer. Maintenant, mon coco, il te reste quelques semaines, quelques mois, mais il faut que tu dégages parce que les Russes ont mis comme condition préalable, il n'y aura aucune discussion entre les Russes et Kiev qui a à sa tête Zelensky, parce que les Russes considèrent que Zelensky n'est pas légitime. Et les Russes l'ont dit à plusieurs reprises, ils l'ont dit même à Riyad directement aux émissaires donc, de Trump. Donc, je pense que les Américains ont tout à fait compris. Et ils ont essayé pendant des mois de mettre un peu de pression sur Zelensky, mais Zelensky ne joue pas le jeu des Américains, ne souhaite pas jouer le jeu. D'ailleurs, vous avez vu les altercations entre Trump et Zelensky. Ils ont été très, très durs en réalité. Et Zelensky, pour la première fois, il répond. Il répond à Trump et ça passe très, très mal à la Maison-Blanche. On ne répond pas à son maître, quelque part. Ah oui, c'est ça. On ne répond pas à son maître. On ne répond pas à son maître, on exécute parce qu'en fait, l'Ukraine ne tient que par la bourse américaine, en partie la bourse européenne, mais surtout la bourse américaine. Et voilà, quoi. Donc, dans cette situation-là,
l'Ukraine a toujours dit qu'elle voulait être indépendante et indépendante des Russes, mais voilà, elle se trouve pieds et poings liés aux États-Unis et à l'Occident. Et elle le sera, l'Ukraine qui reste le sera pendant, disons, des décennies. Des décennies. Et c'est ça le sort de l'Ukraine, malheureusement, c'est que ces personnes inexpérimentées et complètement idéologiques à Kiev n'ont pas compris. Voilà. Mais Finn, et les 300 milliards, là, les 300 milliards que nous avons, sur lesquels nous adossons, on a appris, hein, ça semblait couler de source, mais alors ça, c'est vraiment les escrocs. Hein. Ah, mais si, nous aussi, ce sont des prêts et on avait prévu de se rembourser sur les 300 milliards volés, plus les intérêts aux Russes. Mais les Oui, Russes, semble-t-il, eux, ils y tiennent à leurs 300 milliards, il va falloir leur oui. rendre. Du moins, les Russes considèrent, évidemment, ce sont des avoirs russes, donc ils font partie de la négociation. Les Russes Ouais. ne vont absolument pas accepter que les 300 milliards soient juste abandonnés. Ils vont faire partie de la négociation. Je pense que les Russes ont complètement compris psychologiquement qu'ils vont peut-être jamais revoir cet argent, mais ils vont bien sûr utiliser ces 300 milliards dans la phase de négociation, peut-être pour de la reconstruction, peut-être pour de la reconstruction dans toutes les zones de l'Ukraine, y compris le Donbass. On verra bien. Mais effectivement, Zelensky avait également dit que les 300 milliards appartiennent à l'Ukraine. Ce sont des fonds que l'Ukraine doit pouvoir utiliser. Donc évidemment, ça passe aussi très très mal. Et là, on revient un petit peu à Macron, hein, parce que ce qui est choquant, et ça a été un petit peu dit pendant les commentaires de la visite de Macron à Washington, c'est que Macron dit énormément de choses qui ne sont pas vraies, ou bien on peut dire il ment, parce que à plusieurs reprises, il a évoqué des choses qui sont en réalité fausses. Et effectivement, Trump est suffisamment habile et un petit peu poli pour ne pas le reprendre, s'il peut le reprendre, parce qu'il est peut-être pas toujours au courant. Mais le jeu de Macron est fin, mais parce qu'il est extrêmement persuasif. Il a l'air très naturel à chaque fois, mais il faut comprendre que la position de Macron est en train de changer en permanence. Là, par exemple, Ah oui, Macron, face à Trump, il a dit incroyable. les intérêts des 300 milliards, on peut les utiliser, mais les 300 milliards, on ne peut pas les utiliser. Mais désolé, quiconque ait lu le droit comprend bien que les intérêts d'un capital ne peut pas juste être confisqué ou même volé, parce que c'est ce qu'a dit Macron, hein, que on peut se servir de l'intérêt de 300 milliards. Et ça, Oui, ça ne serait pas contradictoire avec le droit international public. Il a eu ce toupet, mais il est prêt à raconter n'importe il quoi. est prêt à raconter N'importe n'importe quoi. quoi. C'est-à-dire Il qu'on faut être aurait le droit, en droit international public, à prendre des intérêts d'une somme qu'on a gelée et pas le oui, principal. J'aimerais savoir quel est le texte en question qui permet ça ça. n'existe pas. Bah, Beaucoup évidemment. d'avocats ont parlé, ont commenté sur ces 300 milliards, et ça a été très clairement dit que, évidemment, les intérêts ne peuvent pas être juste utilisés ou volés. Ça correspond à du vol aussi de la Bah oui. propriété. Donc, ce que Macron le sait. Il le sait très bien parce que il a été informé avant sur ces 300 milliards. Ça fait des années que l'Union européenne souhaite utiliser ces fonds parce que ils ont des difficultés évidemment à pouvoir financer l'Ukraine. Donc, il le sait très bien, mais il le dit d'une manière évidemment très crédible, avec beaucoup d'aplomb, mais il faut comprendre que c'est un mensonge. Il a dit aussi d'autres choses, hein, aux côtés de Trump. Il a dit que Poutine avait donc violé les accords de paix à quelques semaines de l'éclatement de la guerre, ce dont je ne sais pas de quoi il parle. À ma connaissance, ce n'est pas du tout vrai. Donc, il a accusé les Russes de violation des accords de Minsk, alors qu'on sait très bien que même Hollande, Merkel et Poroshenko ont tous, disons, avoué que c'était en fait les Européens et l'Ukraine qui n'avaient absolument aucune intention que les accords de Minsk soient, disons, suivis.
Euh, donc, pourtant, Macron n'a pas eu de souci à dire cela. Euh, et ensuite, évidemment, on peut revenir aussi à quelque chose qui m'a assez choqué, c'est la manière dont Macron parle de paix. Il dit nous voulons la paix quand il est à Washington, parce que c'est ce que Trump veut entendre. Il veut montrer qu'il y a une espèce d'accord entre la France et les États-Unis. Mais rappelez-vous, à quelques jours avant, 2 jours, je pense, avant son envol pour Washington, il a eu un live stream de l'Élysée vers, euh, disons les adolescents en France. Il a fait un live stream pour expliquer sa position et la position de la France sur la situation internationale. Et Oui, si vous écoutez ce live stream, bon, je n'ai pas écouté la totalité parce que ça fait plus d'1 heure, mais si vous écoutez des morceaux de ce live stream, vous entendez que il est extrêmement dur contre la Russie. Il dit qu'il n'y a bien sûr. pas, il y a pas d'apaisement possible, Bien que la Russie est un État voyou, grosso modo, c'est ce qu'il dit, c'est un ennemi à la France, un ennemi aux intérêts de la France. Il dit que il utilise comme, intérêt disons, existentiel. existentiel, c'est ça. Il dit que c'est un ennemi existentiel, une menace existentielle, et il utilise aussi comme argument un autre mensonge. Il dit que la Russie aide l'Iran à construire une bombe nucléaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que les Russes et les Russes et les Iraniens viennent de signer un accord de sécurité qui explicitement, pas explicitement, mais qui implicitement interdit à l'Iran de construire d'autres systèmes d'armement type nucléaire. Donc là, à nouveau, Macron ment devant le public français, directement. Et c'est juste que le public français n'est peut-être pas averti, et je comprends tout à fait. On peut pas, en France, connaître tous les détails des relations entre la Russie et l'Iran. C'est tout à fait normal. Mais Macron joue sur ce tableau. Il joue sur cette ignorance qui existe et qui est une ignorance tout à fait normale en réalité. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà des choses qu'il disait. Euh, il y avait Comme d'autres le choses. dit le chat, c'est Macron, la menace existentielle. C'est exactement ça. Donc, ces mensonges répétés, est-ce que vous pensez que cette propagande, c'est déjà de la propagande de guerre, que quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage? Parce que, à force de répéter ce genre de choses-là, quel peut être l'intérêt de Macron, si ce n'est de nous d'amener l'opinion publique vers une guerre? Vous pensez une menace existentielle? Un homme Non, qui n'hésite pas à armer l'Iran d'une bombe nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que j'essaie de voir un peu ce qu'il recherche, Macron, si tant est qu'il recherche quelque chose, autre chose que d'essayer d'exister par gesticulation, à votre avis. Et là, on oui, est dans le alors cœur du sujet. on est dans le cœur du sujet. Donc, je pense que là, Macron représente l'élite politique et financière européenne. Il faut déjà comprendre qu'il y a 2 couches en réalité en Europe. Il y a la couche plus superficielle de tous les politiques qui ne sont pas forcément impliqués dans le cœur des décisions. Et il y a tous les journalistes qui ne sont pas non plus, disons, dans le cœur des décisions européennes. Et pour tout cela, il y a réellement une question de difficulté d'accepter ce qui est en train de se passer. Vous savez, vous avez les 5 phases disons quand on perd quelqu'un, il y a 5 phases d'évolution psychologique. Et je pense que, en réalité, pour cette couche-là, pour toute cette partie-là de l'Europe, vous êtes encore, en réalité, dans la phase de déni et de colère. C'est les 2 premières phases d'acceptation d'une perte. C'est le déni et le colère. Et on le voit très bien sur les plateaux de télévision, on le voit chez beaucoup de politiques. Je parle maintenant des politiques qui ne sont pas tout à fait dans le cœur du sujet. Il y a énormément de déni, de colère, parce qu'on a beaucoup de mal à accepter ce qui est en train de se passer, que la Russie va gagner, que l'Ukraine est en train de perdre. Il n'y a rien que les Européens peuvent faire. Les Européens sont à côté de la plaque en ce qui concerne, disons, les échanges qui ont lieu.
Et d'ailleurs, les Européens n'ont pas compris que, par exemple, entre les Russes et les Ukrainiens, et les Russes et les Américains, il n'y a pas en réalité encore de négociation. Ce sont des premiers contacts. Et les discussions qui ont lieu aujourd'hui concernent tout un tas de sujets bilatéraux entre la Russie et les États-Unis. Donc, il n'y a pas de sujet pour le moment où les Européens doivent être autour de la table. Donc, c'est à nouveau une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Donc, quand je parle de ce déni et de cette colère, elle est basée évidemment aussi sur une grande partie de mauvaises informations. On ne comprend pas ce qui se passe. Et ça a à voir avec le niveau de compréhension militaire, de compréhension diplomatique qui existe, qui est très mauvais aujourd'hui en Europe et qui existe pas seulement, cette mauvaise compréhension existe pas seulement en France, mais également dans le reste de l'Europe. Donc ça, c'est la première, ça c'est, je dirais, la première couche. Et là, cette couche-là, elle ne veut pas, évidemment, elle est dans le déni, dans la colère. Ça veut dire qu'elle veut pas abandonner l'Ukraine. Hein, c'est très instinctif. Quand on est dans le déni, on nie qu'on a perdu la personne. On nie que la relation a été rompue. On le nie. Donc aujourd'hui, il y a une négation. Et donc, on veut essayer de tout faire pour, disons que, voilà, ce n'est pas la réalité. Donc, on veut prendre des mesures. Ensuite, il y a le côté un peu plus profond, à mon avis, et c'est là où joue Macron. Je pense que Macron fait partie de ceux qui représentent les intérêts profonds européens, et évidemment aussi atlantiste, mais ce n'est plus atlantiste puisque maintenant vous avez Trump disons à la Maison Blanche, donc ce n'est plus tout à fait le même atlantisme qu'avant, mais en réalité, il y a énormément de déclarations qui m'ont mis quand même la puce à l'oreille parce que vous imaginez, vous avez le 24 février 2025, donc il y a quelques jours, il y a 2 jours, vous avez à peu près 20 chefs d'État européens qui font tous l'effort pour aller à Kiev pour expliquer que l'Ukraine doit, disons, rester en guerre, que nous acceptons pas les propositions américaines. Donc, pour moi, il y a clairement quelque chose qui cloche. Il faut comprendre comment fonctionnent aussi les politiques. Les politiques ne font jamais rien. Ça paraît peut-être cynique, mais c'est le cas. Hein. Ne font rien sans qu'il y ait quelque part une raison ou quelque chose, un intérêt pour eux-mêmes. Donc déjà, ça met un peu la puce à l'oreille. Et il y a autre chose qui est en cours que juste sauver l'Ukraine. Quand vous avez 20 chefs d'État, y compris sur la von der Leyen, donc déjà quand ils parlent à l'Ukraine, on parle des fonds qui vont être débloqués. Et je pense qu'on a un petit peu la clé ici. Allons-y. Donc, en fait, il s'agit maintenant pour les Européens de débloquer des fonds, pas pour l'Ukraine, mais pour sauver l'Europe et pour sauver la France. D'abord, il y a eu les 20 milliards dont on a parlé. Il faut savoir qu'il y a déjà depuis des mois, depuis l'année dernière, des discussions avancées au niveau de l'Union européenne sur les nouveaux packages de défense, les nouveaux investissements de défense, mais on n'avait pas. Il y avait la question de financement. Comment nous allons financer cela? Ensuite, il y a eu une fuite de la part de Baerbock, qui est la ministre des Affaires étrangères allemande. Elle a parlé de 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros, c'est une somme absolument considérable. Et pour financer le réarmement et l'industrialisation, on parle de la réindustrialisation et la compétitivité européenne. L'Ukraine, c'est juste une excuse. Ils se fichent des Ukrainiens. Il faut le comprendre. Ils savent que la guerre est terminée. Eux, ils ne sont pas dans le déni et dans la colère. Ils savent, la guerre est terminée. On ne peut pas être aussi con. C'est pas possible. Vous avez Mette Frederiksen qui a dit à Zelensky, écoutez bien, elle a dit, je pense que dans la situation où nous sommes, la paix est pire que la guerre. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose de plus orwellien que cela. Et en fait, elle est beaucoup moins subtile que Macron. Donc, elle fait des déclarations de ce type, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Il se fiche complètement de l'Ukraine.
pourquoi ils veulent que la guerre continue? Ils veulent Alors. que la guerre continue parce que cela va donner une excuse, une couverture pour pouvoir débloquer un fonds absolument gigantesque de 700 milliards d'euros qui sera financé probablement avec, disons, des obligations européennes pour la première Ouais. fois. Des vraies obligations européennes. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.